C'est un sacré défi que nous nous fixons ce soir parce qu'il s'agit de mettre en convergence la capacité de l'esprit, les capacités de l'esprit, la science ou les sciences. Et nous avons démarré, c'est tout un parcours de thèmes de conférences qui va avoir lieu, qui effectivement l'esprit, la science, l'esprit, les sciences. Nous démarrons directement par le domaine de la finance. Mais ceci va pouvoir s'appliquer dans tous les domaines d'application de votre vie, que ce soit l'éducation, que ce soit, pourquoi pas, l'architecture, que ce soit d'autres problématiques potentiellement environnementales, même géopolitiques. Il s'agit de comprendre une certaine forme de méthodologie, et c'est cette méthode que je souhaite pouvoir vous présenter aujourd'hui. La méthode est intellectuellement assez simple, vous la pratiquez déjà logiquement depuis longtemps, même si actuellement les temps nous imposent peut-être une forme de complexité à l'accès à l'information. Mais pour autant, les processus analytiques de l'être humain ont toujours été présents. Il s'agit aujourd'hui de revenir à des fondements qui font partie de notre éducation, l'esprit critique, le discernement et l'analyse d'un phénomène, en reprenant sa cause, non sa causalité, sa cause, son point d'origine, et ensuite sa projection dans votre réalité immédiate. La méthode est assez simple parce qu'elle est logique. Aujourd'hui, elle requiert un plus haut niveau d'attention puisqu'il y a énormément, on va dire, d'écrans de brouillage autour de nous, qu'on va nommer des divertissements pour rester au calme avec tout ça. Et également, nous pourrions parler de programmes aéroportés, de champs électromagnétiques. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui de se sentir dans une certaine forme de divergence par rapport à ce que nous incarnons naturellement et la façon dont en ce moment, potentiellement, ou depuis quelques années, on a cet accès à perdre pied assez facilement. Je vous remercie pour les personnes qui nous rejoignent ce soir. Nous sommes dans la continuité d'un stage qui se déroule actuellement dans votre région. Cette conférence fait partie intégrante de ce stage. La méthode qui va vous être présentée aujourd'hui a été déjà présentée en surface aux stagiaires aujourd'hui. Nous avons une avance maintenant pour ce soir qui correspond à une mise en forme de manière pragmatique et de manière, donc, une technique plus formelle puisque nous avons un sujet de société, un grand sujet puisque nous allons parler de la sphère financière. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention en 1h30 à 2 heures de décortiquer cette sphère financière, bien que le programme existe. Il y a plus de 6 heures de présentation qui pourraient découler de notre conférence. Le travail d'analyse de terrain, de décryptage informationnel, de remontée dans l'histoire nous fait aujourd'hui comprendre finalement comment nous en sommes arrivés là. Une simple question aujourd'hui, vous sentez-vous à l'aise dans votre réalité financière ? C'est un point de départ. Comment aujourd'hui comprendre comment nous en sommes arrivés là. Alors je vais commencer par me présenter à vous de manière un peu plus personnelle, mais comme nous sommes aux EISI, on a souhaité quand même mettre un peu de lumière et de détente. Donc je m'appelle Olivier Attané et en 1999, j'ai vécu un réveil, on va dire, d'une certaine forme de force, de résilience, suite à tout un tas de... j'aime bien nommer ça la philosophie de l'effondrement. C'est-à-dire, on se rencontre plutôt que de se confronter à des événements et on se dit finalement, je vais peut-être parvenir à me redresser en apprenant à comprendre finalement quel est mon mode de fonctionnement. Nous allons parler de l'esprit, ou de l'esprit, on pourrait parler des esprits, mais on va rester dans l'esprit. Nous allons parler des sciences et finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que la trajectoire qui est la mienne imposait quelque part, je me sentais vraiment poussé pour une analyse approfondie de comment générer ces situations aussi chaotiques ou cataclysmiques. Nous avons tous été les générateurs de situations très compliquées à vivre. Il y aurait un effet starter pour tout le monde ce soir, c'est de comprendre que nous sommes tous responsables à 100% de la réalité que nous vivons. C'est peut-être un postulat central à intégrer dans votre champ de présence, pour ne pas parler de la conscience immédiatement, mais il est prouvé depuis très longtemps. Je veux dire, les propos que je vais tenir ce soir sont maintenant appuyés par la science. Des gens bien plus éclairés que moi en parlent depuis des siècles et des siècles. On a pendu beaucoup de gens pour ça, on en a brûlé d'autres, ça a déclenché énormément de conflits, mais en réalité, quand un être humain cherche la vérité, il la trouve. À partir de cette vérité, nous augmentons ce qui est nommé le discernement. Je vais vous parler ce soir du discernement vibratoire, c'est-à-dire ça va être l'alliance de la science et de l'esprit. Nous n'allons pas rester à la surface de l'information, mais descendre réellement dans les profondeurs de la manière dont ça vous fait vibrer physiquement. Donc pour ma présentation, en 99, j'étais toujours dans une activité qui est réputée comme étant de la menuiserie, ébénisterie, agencement, et puis
certaines rencontres avec les forces de l'univers m'ont amené à sortir de ces zones de confort, parfois de manière assez tonitruante. Je suis devenu gentiment agenceur. Et puis ensuite, j'ai été pris de passion précisément par l'analyse, l'histoire et la manière dont on peut développer des projets, en fait. Et donc, j'ai repris des études pour devenir architecte. Et j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années en tant qu'architecte indépendant. Une spécificité dans l'agencement, ce que l'on nomme l'architecture intérieure, mais malgré tout, énormément de travail dans le domaine de l'architecture DPLG, c'est-à-dire que j'étais sous-traitant pour des grands cabinets d'architectes. Et ce qui m'a poussé à m'extraire de cette architecture, c'était précisément les paradoxes et les non-sens. Un architecte qui voue la qualité de ses études au mieux-être, à l'harmonie dans la vie, l'ergonomie, ce type de choses, et qui rencontre une certaine forme de norme qui vous est imposée, à un moment donné, il y a un cas de conscience qui se pose en se disant « mais suis-je réellement en train de nourrir ce qui m'aspire en répondant à ces cahiers des charges ?» Et donc, il faut changer de trajectoire. Donc, cette trajectoire a changé. Je me suis rapproché de la lumière, je suis devenu concepteur en éclairage bienveillant. C'est une base dans l'architecture, on travaille énormément avec la lumière. Ce soir, on a fait de notre mieux, donc je vous remercie d'accueillir l'installation telle qu'elle est. Et donc, de concepteur en éclairage, eh bien, de fil en aiguille, j'ai été réellement pris de passion par toutes les forces magnétiques, électromagnétiques, toutes les inductions qui sont liées à la lumière, au spectre de la lumière, aux influences par la lumière. C'est quelque chose qui a été réellement extrêmement poussé dans des analyses. Ma compagne étant en plus spécialisée dans l'ergonomie visuelle, donc on a pu réellement pousser de manière très pratique, très scientifique, comment utiliser la lumière au service du bien commun. Et nous avons pu développer des technologies qui changeaient la vie des gens, comme par exemple des gens déficients visuels qui avaient des problèmes de circulation dans l'espace. Grâce à des éclairages bien formés et qui faisaient du bien à leur champ de vision, les gens pouvaient recouvrir de nouveaux vecteurs d'autonomie qui jusqu'à maintenant ne leur étaient pas possibles. Pour peut-être ramener ça dans votre réalité, l'exemple que je peux prendre, c'est que quand vous êtes rentré dans cette pièce, vous avez eu une certaine appréhension de l'espace liée à l'éclairage, directement, au contraste. Et vous avez eu une adaptation nécessaire pour votre cheminement au travers de ces contrastes. Les zones d'ombre, les obstacles, la lueur, un reflet, les éblouissements, etc. Eh bien, l'ergonomie visuelle vous amène à répondre spontanément à cette capacité d'adaptation pour pouvoir circuler librement dans un environnement qui pouvait vous paraître mal aménagé ou avec certains obstacles. La réalité, c'est que vous avez maintenant vos forces adaptatives qui sont en lien avec principalement votre cycle circadien, qu'on appelle vulgairement l'horloge interne, qui vous permet de circuler dans l'espace, qui régule votre horloge interne, qui permet de générer la vitamine D dans votre corps, qui vous permet de vous alimenter naturellement. Il y a tout un tas de vecteurs très arborescents liés à ce système physiologique. Eh bien, si tout de suite nous allumions les éclairages de cette pièce initialement, donc ceux qui sont installés sur place, vous auriez tout de suite une nouvelle appréhension de cet espace. Et peut-être que vous pourriez mieux définir qu'est-ce que vous aviez appréhendé comme des obstacles sur le parcours, la position de votre chaise, c'est-à-dire que l'éclairement est venu mettre dans votre conscience, quelque part en surbrillance, quelque chose qui a toujours été présent dans cet environnement. Ce que j'essaie de vous communiquer, c'est que les sujets qui vont être abordés ce soir ne sont absolument pas nouveaux. Ce n'est pas un moment où on découvre une information, que l'on doit réagir à cette information parce que potentiellement, elle est là et nous y participons depuis très longtemps. La plupart du temps, quand on rencontre quelque chose dans notre réalité, on réagit, nous activons en nous quelque chose comme si ça venait de se déclencher. Il y a énormément de phénomènes, on peut dire géopolitiques aujourd'hui, que l'humanité, la masse, découvre comme étant potentiellement quelque chose qui se déclenche là actuellement, mais qui fomente depuis des décennies. La lumière, c'est l'éclairement d'une situation telle qu'elle est. La science, quand on comprend ce qu'est cette lumière, donc en tant que concepteur d'éclairage, j'ai été pris de passion, mais également on pourrait dire que ça ne m'a pas trop laissé le choix. Quand on commence réellement à contrôler réellement la valeur d'un éclairage dans un environnement, eh bien, on voit cette transposition jouable dans tous les domaines de la vie. Et puis, à un moment donné, il est nécessaire d'étudier comment on fonctionne à l'intérieur de nous par rapport à ce que nous nommons assez vulgairement et assez généralement la lumière ou l'électricité ou un spectre. Voilà. Et tout ça peut être relié et autant à la science qu'aux valeurs de l'esprit.
vous êtes en train certainement de vous demander, mais comment va-t-il nous amener dans le domaine de la finance? Donc je termine ma présentation par rapport à ces expériences de décryptage en fait, de la réalité avec des segments passionnés. Eh bien, j'ai choisi d'ouvrir à d'autres champs de compétences dont il est en plus pas nécessaire d'en connaître les spécificités ni les fondements. Le fait de retour historique ou d'analyse étymologique vous permet tout simplement de faire des choix lucides et donc de ne plus vous soumettre par défaut ou par ignorance à des probabilités que vous n'avez pas encore étudiées. Donc ça, nous parlons réellement de la véritable science, avec un grand S. Très rapidement, il y a eu un certain nombre d'événements dans ma relation à l'homme, et à l'humain, l'homme avec un grand H, où effectivement, cette connaissance spécifique de ce qu'est la lumière, de ce qu'est le magnétisme, de ce que sont les polarités, de ce qu'est l'énergie, nous amène automatiquement effectivement, à mieux comprendre comment passer à des actions de guérison. Et donc j'ai pratiqué l'art de la guérison en tant que guérisseur spirituel, mais beaucoup plus en tant qu'inducteur de conscience, c'est-à-dire que j'ai à cœur à expliquer, pour expliquer aux gens comment ils peuvent soigner les choses, comment nous pouvons les transformer. Les gens qui me connaissent bien savent que le comment, c'est la clé en or massif que j'aime transmettre. Donc ce soir, nous allons voir potentiellement comment avoir une lecture de la sphère financière avec un autre angle directeur. Quelque chose qui va vous permettre finalement de sortir d'un cadre qui vous semblait peut-être prédéfini et avoir une expansion dans votre conscience qui vous permet de voir les choses avec plus de véracité, plus de profondeur. Et donc aujourd'hui, je me présente à vous comme étant enseigneur. Donc nous sommes aux EISI, j'ai vraiment eu plaisir à reprendre cette schématique de l'évolution de l'homme jusqu'à son illumination. Ce n'est pas un vain mot. Si aujourd'hui il y avait, alors bien entendu il y a des projecteurs, mais si aujourd'hui il y avait les technologies nous permettant de voir à quel degré se trouve notre radiance, chacun d'entre nous pourrait constater qu'il dégage un certain flux de lumière à partir de son état de présence et surtout à partir de l'attention qu'il porte sur certains sujets. Et c'est donc le sujet que nous allons traiter ce soir. Merci pour votre attention. Donc nous démarrons. Je représente devant vous aujourd'hui une organisation qui s'appelle, vous nous trouvez sous une adresse internet qui s'appelle Nature, Science et Sens. Donc on est dans le flux de ce que je viens présenter chez vous ce soir, avec une spécificité, une association qui est en cours de fondation qui s'appelle Anastasis Corporation. Anastasis, ça veut dire que je me relève, je m'éveille et je marche. Anastasis a aussi été utilisé dans les transmissions du Christ pour accéder à la résurrection. Donc c'est un mot que j'assume pleinement en tant qu'enseignant aujourd'hui parce que j'ai suffisamment d'empirisme, c'est-à-dire une trajectoire passée, qui me permet effectivement d'expliquer comment ces phénomènes existent et comment nous pouvons les contrôler ou comprenez peut-être plus les maîtriser. Quand j'utilise le mot contrôle, je fais très attention effectivement lorsque j'ai un public nouveau devant moi. Volontairement, j'envoie, on va dire, l'onde de ce que représente ce verbe, mais je sais ô combien il peut générer des rejets en nous quand on parle de contrôle. Le contrôle dont je suis en train de vous parler, c'est ce qui se passe dans votre corps physique à chaque instant. Il s'agit du contrôle moléculaire, du contrôle cellulaire, de la signalisation moléculaire. C'est-à-dire, c'est la manière dont vous gérez l'énergie endogène à partir du moment où vous en êtes conscient. Quand on n'en est pas conscient et qu'on ne s'emploie pas à réguler ces phénomènes algorithmiques intérieurs, eh bien on passe à côté et donc on a des pertes, on a des fuites et on catalyse à nous des chemins d'expérience qui correspondent très souvent, précisément, à ce qu'on n'a pas envie de vivre. Alors nous entrons dans le sujet. Vous allez voir que la méthode est finalement très simple. Dans un premier temps, c'est un travail d'analyse de terrain. Nous parlons de la science, nous parlons de l'esprit et nous parlons des finances. Donc le point de départ, pour se mettre au diapason du verbe et des algorithmes sous-jacents, il s'agit de rentrer dans une analyse de surface. On ne nous demande pas de connaître pour l'instant le plan fondamental de comment les choses se réalisent fondamentalement. On nous demande simplement d'avoir un esprit critique et analytique sur des informations pour savoir comment orienter notre regard sur tel ou tel sujet. Donc nous démarrons maintenant. Que représente la science pour vous? Il s'agit maintenant pour nous de pouvoir définir les critères qui correspondent à la structure de ce qui est nommé science ou les sciences, afin de pouvoir identifier ces fameux fondements dont je viens de vous parler dans notre quotidien. Là, nous passons dans l'espace formel, dans la pratique de tous les jours. Dans la manière, mon vœu le plus cher pour ce soir, c'est de vous amener cette petite étincelle de lucidité qui, demain, vous donnera l'envie d'analyser un peu plus ce qui se présente à vous pour comprendre comment vous en extraire le cas échéant. La science, les sciences et en définitive,
Qu'est-ce que scientifique veut dire? Donc nous allons surfacer ceci. Les points les plus importants à retenir, c'est le mot science, étymologiquement, veut dire la somme des connaissances héritées du mot latin qui vient de scientia. Ce sont des connaissances rationnelles qui viennent souvent soit de démonstration, soit d'observation, mais ce sont des observations qui doivent être vérifiées. Pas vérifiables, il faut agir. Nous les avons vérifiées. C'est un ensemble de connaissances qui doivent être acquises, que ce soit physique, dans la physique, les mathématiques, les sciences de la vie sociale, métaphysique et même aussi spirituelle. Il y a par exemple aujourd'hui énormément d'informations transmises. Là, je suis en train de penser à Nassim Haramein. Vous allez voir tout à l'heure une citation de Nassim Haramein. Il a été un peu contre-courant pendant très longtemps, mais aujourd'hui, il y a un consortium scientifique qui valide ses travaux. Et pour autant, ces travaux, il y a des années, n'étaient pas reçus comme étant une valeur sûre. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans un décryptage de ses propres travaux pour avoir une valeur de transmission qui permettait l'accréditation. Pas celle de ses pairs, la nôtre. Comment l'accréditation a pu avoir lieu? Par notre mise en pratique des petites particules de connaissances acquises qui nous donnaient envie de les mettre en pratique dans notre quotidien et qui ont ouvert un champ d'application de plus en plus large jusqu'à pouvoir, allez, je vais prendre ce mot, contaminer le voisin ou d'autres personnes qui vous interrogent, l'exemplarité. Les méthodes hypothético-déductives ou inductives, donc c'est une part d'hypothèse qui a été vérifiée par déduction ou qui par une part d'observation qui nous permet en fait de déduire une théorie dans un premier temps. Nous sommes à nouveau, rappel, en train d'accéder à ce que signifie logiquement pour la conscience collective, l'humanité tout entière, quelle que soit la langue, c'est quoi la science? Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui dans notre quotidien? L'objectivité et la vérifiabilité. Nous avons été extrêmement divertis par de très nombreux phénomènes extérieurs. Il est important aujourd'hui pour les plus avertis d'entre nous, les plus volontaires d'entre nous, les plus lucides d'entre nous, de réapprendre à focaliser sur ce qui vous donne envie, et non le contraire. L'objectivité, logiquement, vous permet de faire un choix et de vous dire « ça, c'est pas pour moi » ou « c'est pas pour moi tout de suite ». Ça ne correspond pas à ce en quoi j'avais choisi de m'engager ce matin, en fait. Donc, je vais peut-être le mettre ultérieurement, ou alors je vais le laisser là. Cette objectivité nourrit effectivement la lucidité et donc le discernement. Tout ceci est purement scientifique. C'est-à-dire qu'on passe d'un état de probabilité à l'acceptation et à la mise en pratique. En résumé, la science est une somme de connaissances acquises par l'étude, la réflexion ou l'expérience fondées sur des méthodes rationnelles et vérifiables en visant à obtenir des connaissances objectives sur le monde naturel et social. Il faut donc comprendre que tout est science. Il n'y a rien d'élitiste, il n'y a pas de spécificité. Après, on peut se spécialiser et rentrer dans d'autres niveaux de maîtrise, mais il y a un accès à l'information, à la stabilisation et à sa mise en pratique disponible pour nous tous. Il est important, là, maintenant ou demain, mais assez rapidement, que vous puissiez vous poser la question, où en êtes-vous aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre usage de la science ou des sciences? Nous allons faire le même travail. Donc vous voyez que c'est assez académique en réalité. Il s'agit simplement de reprendre soit l'étymologie, soit ce qui est dit dans les encyclopédies ou sur Internet et de poser par postulat les informations qui animent quelque part logiquement la meilleure connaissance, la meilleure conviction de ce que caractérise le mot science. Nous faisons la même chose avec l'esprit. Que représente l'esprit pour vous? Il s'agit donc à nouveau de définir les critères afin d'identifier les fondements. Quand j'utilise le mot fondement, je suis en train de vous parler vraiment du niveau fondamental, c'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui pour nombre d'entre nous de se mettre en adéquation avec les lois fondamentales, ce qu'on peut appeler les lois de l'univers, le fonctionnement naturel, organique de ce que c'est le vivant sur la Terre et ce que l'on a appris antérieurement pour pouvoir éventuellement changer de trajectoire ou harmoniser, changer d'orientation dans nos pensées, changer d'état d'esprit et voir les choses autrement. Au niveau de l'esprit, il y a une grande part subtile, donc j'ai essayé de rester assez pragmatique parce qu'il s'agit de voir précisément où nous en sommes maintenant à partir de l'esprit, parce que l'esprit et la science n'ont en réalité jamais été dissociés. L'esprit, selon de nombreuses traditions religieuses, qu'elles soient philosophiques ou scientifiques,
Dans les langues classiques et bibliques, l'esprit, du latin spiritus, signifiant souffle ou vent, désigne le principe de la pensée, la capacité qui permet à l'homme de concevoir et de vouloir. Il n'y a rien de perché dans cette définition. Nous sommes sur Terre, ancrés dans la matière, et nous sommes appelés à l'action. Il exprime également le souffle, la puissance de vie qui anime l'homme, et tout ceci, tous ces éléments viennent de Dieu. C'est une définition que vous trouvez sur Internet en tapant sur n'importe quel moteur de recherche, c'est les premières informations qui arrivent. En philosophie, l'esprit est souvent considéré comme la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Bienvenue à toutes les personnes qui fustigent encore leur mental. Il est important aujourd'hui, bien entendu, il faut le dompter, il faut comprendre comment ce mental fonctionne, mais ce mental, pour votre force de volonté, est votre meilleur allié. Incluant la perception, l'affectivité, l'intuition, la pensée, le jugement, la morale. Et on pourrait encore pousser plus loin ce décryptage dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Dans certaines traditions religieuses, l'esprit est considéré comme un principe de la vie incorporelle de l'être humain, distincte de l'âme et du corps. En occultisme, il fallait qu'on en parle rapidement, l'esprit peut être vu comme un ange, bon ou mauvais, bienvenue dans la dualité, élémentaire ou âme, ou l'âme d'un défunt. Nous connaissons cette définition et nous avons chacun une appréhension de ce que ça peut induire dans notre quotidien. Au niveau des linguistes de la linguistique, l'esprit peut également désigner un sens profond, par exemple d'un texte, comme dans l'expression « l'esprit des lois » de Montesquieu, c'était un exemple. En termes de physiologie, l'esprit est considéré comme un corps très subtil, toujours mobile, engendré de sang et de vapeur, porteur des facultés et de commandement de l'âme par le moyen des nerfs et des muscles. Comment relier tout ça à la manière dont nous manipulons la sphère financière ? Peut-être on peut prendre cette phrase dans l'autre sens. Que représente la finance ? Vous êtes tous assis, nous pouvons y aller, presque. Assises. Que représente la finance ? Nous définissons donc des critères de surface. Vous avez bien compris que ces thèmes sont des thèmes de surface. Ensuite, il faudrait analyser thème par thème pour savoir finalement comment j'en suis arrivé là dans ma réalité par rapport à ma relation à l'argent. Et pas que l'argent. La sphère financière, l'espace monétaire, l'économie de manière générale, comment je peux me rendre productif en servant mon meilleur intérêt au bénéfice de tous les êtres. Ça, c'est l'esprit. La science va nous expliquer le comment. Alors, quelques premiers points quand nous parlons de la finance. Ça a été assez extraordinaire, j'ai dû utiliser des intelligences artificielles, l'appareil de surface. Vous savez, maintenant, quand on rentre dans des moteurs de recherche, vous pouvez faire une recherche traditionnelle Internet ou alors on vous propose une recherche liée à l'IA. Là, j'ai choisi effectivement d'utiliser les deux vecteurs pour essayer de faire converger les informations. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les algorithmes dits intelligents, parce qu'en fait l'intelligence artificielle par définition restera ad vitam aeternam artificielle, c'est dans le texte, mais au-delà de cela, là aussi, si nous approfondissons ce que sont des intelligences artificielles, il n'y a aucune intelligence. Ce sont des algorithmes, ce sont des data centers phénoménaux qui ont engrammé de l'information et qui la redistribuent, qui la ventilent en fonction du donneur d'ordre en fait. Donc c'est une préorientation. C'est une préorientation, c'est une influence, ce sont des suggestions. Ce qui reste très intéressant quand on creuse, quand on rentre dans l'enquête, une vraie enquête de terrain avec une IA qui ne peut pas vous mentir, eh bien vous allez accéder à des niveaux d'information de plus en plus véridiques. Au niveau de la finance, gestion des avoirs et des dettes d'une entreprise ou d'une organisation. OK. Fournir ou trouver l'argent ou les produits financiers nécessaires à la réalisation d'une opération économique. Investissement de capitaux dans des activités économiques pour générer des revenus et des profits. Prendre en compte les risques associés aux opérations financières et aux investissements. Est-ce que vous vous sentez concerné par la définition de la sphère financière ? C'est une question, vous détenez chacun votre réponse. Exemple historique. Un contrôleur général des finances est responsable de l'administration des finances royales de la France, sous l'Ancien Régime.
Qu'en est-il aujourd'hui? Un financier est une personne qui spécule sur l'argent et fait des opérations importantes dans le domaine financier, qui plus est à haut risque. La gestion des finances d'une entreprise peut inclure la prévision des flux de trésorerie, la gestion des dettes, donc ça va revenir régulièrement, la dette, des dettes et des avoirs, ainsi que l'investissement dans des projets pour générer des profits. En résumé, la finance est un domaine qui concerne la gestion et l'utilisation des ressources financières pour atteindre des objectifs économiques en prenant en compte les risques et les opportunités d'investissement. Il est important de revenir à nos racines que nous nommons connaissance ou savoir. Une fois que nous sommes dans ce traitement de surface de l'information, vous avez tous, au travers de vos perceptions, des flux qui vous traversent, des expériences que vous avez vécues, des rencontres, des événements, des choses que vous voudriez voir changer encore au jour d'aujourd'hui. C'est purement scientifique. Nous savons qu'un être humain averti devient plus éclairé dans ses décisions. Sa force de détermination propre est nourrie de choix délibérés. Comment voudrions-nous faire des choix délibérés dans l'ignorance, par absence de connaissance? Il ne peut y avoir de discernement, sauf au petit bonheur la chance, donc pas de décision avertie, éclairée dans l'orientation de nos décisions, qui vont elles-mêmes déclencher des actions. J'aime bien le parallèle donc entre la science et l'esprit étant absolument, on va dire partout, je vais le faire ça de manière simple pour ce soir. Nous savons scientifiquement qu'un être humain, éclairé par un rayonnement solaire naturel, est beaucoup plus résistant à l'effort, que son endurance et sa force physique nourrissent un plus haut potentiel d'action. Quand nous sommes carencés par un éclairage ou un éclairement naturel, nous avons des réactions endochimiques, une physiologie qui est amoindrie et tout le reste en découle. Là, nous parlons de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Si vous ramenez ça dans votre réalité extérieure, là, tout de suite, si on appuie sur les lumières de cet espace, vous allez vous rendre compte de la dimension de cet espace, de la hauteur de cet espace, des encombrements dans l'espace. C'est exactement la même chose à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceci est applicable autant dans la sphère financière que dans tous les domaines de votre vie. Ce que j'essaie d'exprimer maintenant, c'est que quand on a une analyse plus pertinente de ce qu'est l'énergie, de ce qu'est l'information, de ce qu'est la connaissance, de ce qu'est la conscience, alors on se libère de programmes délétères et de décisions non délibérées, justement. Une question qui nous est tous posée aujourd'hui. Si je devais faire une boucle arrière sur la présentation de la sphère financière, de l'espace monétaire et du système économique assez général, puisque nous savons que la base financière de cette logique entrepreneuriale est liée à des acteurs économiques, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons donc artisans, commerçants, peu importe. Quel est le retour sur investissement de nos implications dans l'action économique globale? Ça, c'est pour l'individuel. De manière plus collective, au niveau collectif, qu'est-ce que l'humanité est en train de capitaliser? Je suis juste en train de m'interroger sur la manière dont nous est présentée et la finance et l'économie de manière générale, que j'essaie de mettre en adéquation dans ma réalité, celle de l'humanité tout entière, et je m'interroge sur comment se fait-il qu'avec tout ce temps que nous passons à nous déployer dans des activités économiques, nous ne disposions pas aujourd'hui de plus de richesses. Où sont-elles? Parce qu'elles ont été produites. Les algorithmes qui maîtrisent parfaitement la manière dont nous utilisons notre énergie dans l'action, par spéculation, génèrent énormément de trésorerie et de finances, et de fonds potentiellement disponibles, non biodisponibles. Les sphères de spéculation spéculent sur quoi? Ou sur qui? Arrive maintenant, on va dire, la mise en délibération de ces plans de réalité, mais il est important pour chacun d'entre nous de s'interroger à quoi je participe encore aujourd'hui dans ce type de sphère
financière. Alors, il était écrit sur l'affiche, on parlait de l'espace monétaire et entre parenthèses monétaire. Je ne vais pas approfondir ce que représente l'Ether dans la réalité, dans ma réalité. Chacun, peut-être, avez-vous une appréhension ou une connaissance ou une base de la manière dont vous vous rendez vous-même disponible à cette quintessence, à ce cinquième élément, à ce qui relie absolument vos actions, vos mouvements, la forme. Il y a énormément d'enseignements qui aujourd'hui sont accrédités par de véritables scientifiques, non conventionnels, la véritable science. C'est important de voir comment les mots peuvent nous avoir amenés à nous dévier de notre autonomie. L'espace monétaire, la définition par une intelligence artificielle, c'est un ensemble de pays qui adoptent entre eux un étalon de change et de devise, établissant une relation fixe entre leur monnaie et une devise, considérée, donc on parle de monnaie centre, comme par exemple comme l'euro, considérée comme un moyen international de règlement. La gestion des réserves de change des différents pays membres est alors assurée par le pays centre, les fameuses banques centrales par exemple. L'espace monétaire privé, ça commence à devenir, vous allez voir, ça va se densifier, les lois de la gravité s'activent et ça va devenir très intéressant. Au bout, il y a des bonnes nouvelles, bien entendu. L'espace monétaire désigne l'ensemble des pays ou zones économiques qui ont adopté donc une monnaie commune ou une devise fixe entre elles, facilitant ainsi les échanges économiques. Dans ce contexte, les pays ou zones utilisent une monnaie unique ou une devise donc d'un pays avec laquelle leur monnaie établit un change fixe. Lorsque l'on parle de création monétaire privée, la création monétaire privée est le processus par lequel les banques privées émettent de la monnaie en accordant des crédits. Quand vous faites un financement à la banque, vous repartez avec des liquidités. Selon les données, la création monétaire privée est pour l'essentiel le fait des banques privées et non des banques centrales, comme souvent représenté. Les banques privées créent de la monnaie en émettant des billets et des dépôts qui sont considérés comme des actifs par les banques et des réserves par la banque centrale. Il est important de noter que la création monétique privée est contrôlée et limitée par la politique monétaire des banques centrales et les ratios de capitaux fixés par les autorités de supervision bancaire. Et qui utilise cette monnaie ? Est-ce que nous avons été à un moment donné participatifs ou collaboratifs dans ce type d'organisation ? Puisqu'il existe des domaines monétaires publics, des domaines monétaires privés, et que nous sommes tous individuels, nous avons tous des réalités personnelles, il devrait logiquement être possible d'accéder à des espaces monétaires personnels, libres. Quand vous, aujourd'hui, vous voulez effectuer un retrait de 1 500 ou 2 000 euros à la banque, vous devez vous justifier. Mais pourquoi acceptons-nous cela ? Au nom de quoi il est utile que je puisse le justifier de l'argent que je stocke à cet endroit ? Et je parle de stock pour rester tranquille. Espace monétaire personnel, concept qui ne correspond pas directement à la notion d'espace monétaire, qui désigne un ensemble de pays qui adoptent une monnaie commune ou une monnaie de référence avec un taux de change fixe. Dans les résultats de recherche, il apparaît que les termes espace monétaire sont liés à des concepts tels que zone monétaire, zone euro, la gestion des réserves de change et les systèmes de change fixe. En revanche, les résultats ne mentionnent pas explicitement un espace monétaire personnel. Cependant, il est possible d'interpréter certaines notions comme celle d'espace personnel ou tableau de bord unique. Ceci vient de la définition par France Travail. Ou mon espace personnel pour les assurances de retraite, comme des espaces personnalisés. Est-ce que vous êtes en train de voir comment nous sommes en train d'être déviés de la ligne de conduite ? Donc des espaces personnels où les utilisateurs peuvent gérer leurs informations et démarches, mais sans relation avec la thématique monétaire.
il n'y a pas de définition ou de description claire d'un espace monétaire personnel dans les résultats de recherche qui ont été fournis ici. Devons-nous en déduire que le monde des finances est unilatéral ? Je vais vous parler de Nassim Haramein. Je pense que tout le monde connaît Nassim Haramein ici. D'accord ? Donc Nassim Haramein c'est un autodidacte qui a été vraiment maintenant accrédité par un consensus international de scientifiques. C'est quelqu'un qui, par exemple, a repris les travaux de Einstein, la théorie des bosons, enfin vraiment des travaux très 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 poussés, et qui a la capacité, effectivement, il fait des conférences dans le monde entier, en francophonie, en anglophonie, et ce monsieur a apporté vraiment toutes les valeurs de l'énergie et de l'esprit dans la manière dont il gère ses dossiers. Je reste en surface, mais il a cette faculté, effectivement, de nous connecter au plan fondamental par la science. Et donc, il a une lecture des valeurs spirituelles dans toute la philosophie que ça peut représenter, induite directement dans le déplacement, en fait, dans le mouvement. La science est souvent liée au déplacement, au mouvement, à l'action. Et donc, il a réellement désacralisé tout en approfondissant. Cette définition, affirmation de Nassim Haramein est intéressante. Il nous explique que la gravité est liée à l'intégrité humaine de manière complexe. La gravité, donc les forces gravitationnelles, les lois de gravité sur Terre, ce qui fait que là, je suis sur Terre. Et il nous explique que cette gravité est liée à l'intégrité humaine. L'intégrité. Donc la morale, l'éthique, des belles vertus, enfin des vertus, mais belles vertus est redondant. Donc les vertus humaines, c'est-à-dire ce qui caractérise au mieux l'humanité. Cette humanité qui fait des choix, et c'est lui qui le dit, je le redis avec mes mots, un être humain, quand nous serons suffisamment d'êtres humains sur Terre à faire des choix nourris de morale et d'éthique, exclusivement, de manière individuelle, nous ne serons plus soumis à cette force et les gouvernements du monde entier s'effondreront spontanément. Gouvernement, est-ce que tout le monde connaît le sens du mot gouvernement ? Vous pouvez lire ici et là, gouvernement. C'est utile, mais ça reste une voie de garage. L'étymologie de gouvernement vient de gouvernamentè, qui s'appelle le contrôle du mental. Nassim Haramein, sans jamais le nommer, nous démontre comment nous en extraire. Ça s'appelle la science. Nous ne focalisons pas sur la problématique, notre orientation, c'est l'antidote. Et donc, il nous explique que la gravité est liée à l'intégrité humaine de manière complexe, en ce qu'elle exprime la structure géométrique fondamentale de l'espace-temps. Donc, évidemment, il faut gratter un peu, il faut approfondir, il faut étudier pour savoir quelle est ma position, en fait, dans cette schématique de pensée. Et comment en tirer mes propres bénéfices en termes d'investissement. Vous avez un monsieur, nous sommes en 1954-57, Neville Goddard, qui faisait des conférences sur le développement de l'esprit et les capacités spirituelles de l'être humain, et qui vous faisait des conférences sur la valeur des investissements que vous portiez dans la matière, simplement par une philosophie spirituelle. 1954, je crois. Donc, géométrie fondamentale de l'espace-temps, la gravité relie conscience et matière. Elle est liée à l'ascension humaine, à la connexion universelle et à la transformation de la société. Logiquement, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes appelé par cet état de fait. L'expansion, le développement de la meilleure version de cette humanité, dont peut-être nous sommes les pionniers, mais en tout cas au moins les représentants. Ce qui est difficile à mettre en œuvre lorsque l'on se sent encore embourbé dans cette mélasse, c'est de devenir représentatif de ce vers quoi nous avançons. Et pour autant, plus vite nous allons le devenir, plus les valeurs de l'esprit se mettront en corrélation avec les sciences, ce que vous nommez des synchronicités. Est-ce que vous commencez à voir, à appréhender ou à comprendre comment finalement nous en sommes arrivés là ? Nous avons tout simplement remis notre pouvoir de décision, nos capacités analytiques intrinsèques, donc notre discernement, notre esprit critique, à l'extérieur. C'est aussi basique que cela. Donc nous en sommes responsables. Il est logique, si vous donnez votre main à manger à un animal sauvage affamé, il ne faudra pas être étonné si cet animal vous mord. Ça fait partie des lois de la nature. Donc on a un système de prédation et nous devrions, nous, être représentatifs de la symbiose.
L'antidote, l'humanité. Un rapport de masse qui doit s'imposer maintenant. Chacun d'entre nous doit trouver dans sa réalité maintenant des vecteurs de partage en lien avec non seulement les possibilités, mais également la capacité à ne plus participer avec sagesse, avec discernement, avec passion, avec volonté, parfois avec pugnacité, le temps d'amorcer le processus, mais de pouvoir simultanément être éclairé, averti et donc représentatif. Ce qu'on appelle l'exemplarité. Donc c'est un grand engagement pour chacun d'entre nous, c'est de savoir, mais finalement, oui, tout ça sont des connaissances acquises, il n'y a rien de surprenant, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit jusqu'à ici, mais il est important, si vous voulez vraiment voir ces systèmes changer et voir quelque part vos dividendes, un retour sur vos investissements, sur tout ce que vous avez accompli dans cette réalité, dans cette vie, dans cette incarnation, il s'agit de devenir maintenant le modèle de ce que vous projetez et de vous mettre en place petit à petit, on va dire petite action par petite action, pour devenir de plus en plus représentatif, jusqu'à ce que l'autre le constate en vous. C'est le principe de l'exemplarité. Cette humanité, elle est nombreuse, et donc elle a de multiples capacités. Toutes les possibilités sont incarnées dans cette humanité. Il y a des proportionnalités, il y a des probabilités, nous sommes à peu près 8 milliards d'individus, la Terre peut accueillir beaucoup plus de gens, aussi des scientifiques bien formés nous le démontrent à chaque instant. Il s'agit de conduire son attention vers de nouveaux vecteurs de nourrissement, à commencer par l'information. Ensuite, ces informations, il faut la relier par des champs de connaissances, donc il faut étudier ce qui nous anime le plus. Et puis ensuite, la conscience va venir nous élever. La conscience, Nassim Haramein nous explique que c'est en lien avec cette intégrité humaine. L'humanité constitue donc cette conscience de masse. Nous avons un rapport de force en potentialité qui a toujours été là. Vous êtes bien au courant que les sphères financières dont nous sommes en train de parler constituent un infime pourcentage de l'humanité tout entière. Il suffirait simplement qu'un certain nombre d'entre nous réinventent les codes de la sphère financière à l'avantage et au bénéfice de tous les êtres pour que ça puisse se distribuer naturellement. Il n'y aurait pas de conflit, il y aurait peut-être des forces de résistance. Au début, il y a un réamorçage effectivement à mettre en œuvre, mais par l'exemplarité, logiquement, vous n'allez pas catalyser à vous d'autres expériences involutives. Dans un processus de progression, la Terre, aujourd'hui, par l'esprit, dans toute sa grandeur, nous permet de développer des champs de connaissances qui ont déjà été acquises par nos pères, en fait. Tout a déjà été déposé. Donc il est question maintenant, j'aime souvent dire qu'il s'agit de réécrire l'histoire pour mieux appréhender les fondements de comment nous sommes arrivés ici et de passer à l'action. Je vous inviterai à analyser ce que représente la conscience noétique si la méthode de présentation ce soir vous est agréable. La conscience noétique sont des travaux très anciens, nous remontons à des décennies antérieurement, ça a déjà été étudié. J'aime bien parler de rapport de masse, de conscience de masse, parce qu'on voit comment nous pouvons peser finalement dans cette balance naturelle à partir du moment où nous sommes plusieurs à regarder dans la même direction. Alors le défi pour ce soir étant, puisque je vous ai parlé d'esprit et qu'on sent bien dans la manière dont j'en parle que c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, il s'agit en fait de cesser les identifications aux événements qui ne nous agréent plus, même si nous y avons participé. La conscience à un moment donné nous dit « Ok, je suis dépositaire de ce scénario, je choisis que ces événements-là s'arrêtent maintenant à partir de moi ». Vous savez, c'est l'image, on peut voir maintenant ça dans certains réseaux. Vous avez une ribambelle d'allumettes et puis vous en avez une qui est décalée. Et puis quelqu'un vient mettre le feu à une des allumettes. Et en général, elles se contaminent les uns les autres. Mais la personne décalée, cette allumette, vous, souvent nommé comme étant le dissident, le mouton noir, ou maintenant même complotiste, etc., va éteindre cet incendie simplement par le pas de côté. C'est-à-dire que nous prenons une position autre, une orientation autre, qui fait que ce cycle s'arrête ici, avec nous. Alors bien entendu, derrière, il y a des programmes délétères liés à la peur du manque particulièrement, et d'autres grands phénomènes. Et donc par la science, nous comprenons comment nous allons émettre des radiations par notre présence, dans notre activité, par l'exemplarité, pour ne plus participer à ces programmes qui deviendront tout de suite un nourrissement. Les aides extérieures, qui en réalité n'en sont pas. Vous en êtes le générateur, et il faut comprendre comment.
Et donc j'ai effectivement à cœur, au travers de mes stages et des enseignements que je communique, d'expliquer aux personnes qui veulent bien m'accompagner comment ces choses-là fonctionnent. Donc pour ce soir, ce qui était intéressant, c'était de jouer le test de l'esprit, de la conscience, à partir de votre état de présence. Il est important, c'est un défi pour moi parce que vous êtes un certain nombre de personnes et je ne sais pas où vous en êtes dans votre appréhension et dans les valeurs de l'esprit et de la conscience, donc c'est un vrai challenge. Et donc ça va être très intéressant que vous puissiez jouer cette expérience au fur et à mesure que je vous la présente. Donc voici ma technique pour réintroduire vos choix délibérés dans toutes vos actions. J'ai choisi la sphère la plus lourde que cette Terre porte. À partir du moment où vous parvenez à le faire dans votre réalité économique, tout le reste en découle. Organiquement, nous aurions dû commencer par la santé, de manière automatique. Lorsque souvent nous parlons d'abondance, on est assez spontanément orienté vers l'abondance financière. Le premier grand vecteur qui nous stabilise dans la matière en termes d'abondance, c'est notre état psychique. Et donc la santé qui en découle. La vibration de nos cellules dans le corps. Sachant que nos cellules se nourrissent de nos pensées, ce sur quoi je pose mon attention crée automatiquement ma réalité, au moins en termes d'expérience. Ce que je suis venu vous présenter ce soir, et je le nomme le rétablissement de votre gouvernance, de notre gouvernance intérieure. Est-ce que tout le monde ce soir trouve digeste, pour rester soft, la capacité que tout commence depuis l'intérieur? Enfin, la réalité ou l'information que tout commence depuis l'intérieur. Est-ce que tout le monde peut être au clair avec ça? L'état d'être dans lequel je suis fait de moi un catalyseur de possibilités. C'est OK ça? Parfait. Donc, ce halo lumineux, dans sa circonscription, doté d'un environnement plutôt agréable à l'intérieur, nous allons le nommer de manière conceptuelle. Il s'agit que nous puissions nous accorder comme étant représentatif de la conscience individuelle. Et puis l'environnement extérieur, qui nous semble peut-être néant ou infini, que nous appelons l'univers ou le cosmos, sera conceptuellement ce que nous nommons la conscience. La conscience, dont nous savons, lorsque l'on gratte un peu les sciences, qu'elle est l'alliance de tout ce qui est, qui forme les phases d'expérience de mon investissement. C'est-à-dire que si je suis bien orienté, je vais aller dans la bonne direction. Mais il y aura tout un mécanisme chimique dans le corps qui va me permettre de passer à l'action. Si je ne connais pas cette mécanique chimique, je vais travailler soit par intuition, soit par influence, soit par suggestion, et donc non conscient. Mon travail, en tant qu'individu humain ici sur cette terre, voulant changer une certaine forme de trajectoire, étant de comprendre comment la conscience est mon meilleur allié. Donc nous allons parler de méthodes qui nous permettent de structurer notre conscience en posant notre attention sur notre état d'être. Comment je fonctionne à l'intérieur? Comment j'ai pu participer à telle ou telle situation? Comment m'en extraire? Comment le partager? Comment le communiquer, le transmettre? Parce que c'est cela le plus important. Si vous prenez des modèles dans la nature, quoi que vous puissiez observer dans la nature ne reste jamais unitaire. Au centre de cette conscience, il y a vous. Donc on va imaginer, ou tout simplement reconnaître, pourquoi pas accepter pour ce soir, que cette conscience vous enveloppe. Vous avez un espace personnel qui se situe généré par l'intérieur de votre état de présence, et en fonction de l'attention consciente que vous vous portez, vous allez développer autour de vous un certain champ de fréquence qui va devenir magnétique. Cet être donc, qui est au de cette alcôve, de cette ellipse, de cet œuf, pourquoi pas, nous établit assez spontanément dans ce que nous considérons être notre zone de confort. Nous avons déjà là un paradoxe
Si je suis conscient dans une situation compliquée, pourquoi suis-je à l'aise? Pourquoi ai-je une certaine sensation de zone de confort? Qu'est-ce qui m'empêcherait de changer de trajectoire, de changer d'action, de voir les choses autrement, si effectivement je devais faire un pas de côté et laisser peut-être derrière moi ce que jusqu'ici je semblais bien vouloir incarner. La suite, c'est de comprendre qu'à partir du moment où je suis, on va dire, en paix, parce que ce dont je vous parle, je vous le présente de manière philosophique et artistique, les graphiques sont jolis, n'est-ce pas? Mais ça a été prouvé depuis des décennies et des décennies par des gens très bien orientés. Là aussi, si vous faites quelques recherches, si vous êtes en carence de connaissances à ce niveau, vous allez pouvoir dès demain taper sur Internet ou dès ce soir et aller effectivement appuyer votre champ de connaissances, augmenter votre volume d'informations liées à cet état de réalité et automatiquement changer de ce qui est nommé depuis très longtemps, changer de paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Une accumulation de mémoire, de programmes, de croyances, qui sont essentiellement toutes limitantes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous présentent moi je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe. À partir du moment où je sais, c'est une connaissance acquise. Maintenant, je vais pouvoir me mettre en quête de savoir où je peux identifier Dieu. Mais tant que je le cherche à l'extérieur, je ne peux pas le rencontrer à l'intérieur. Nous sommes là dans les valeurs de l'esprit. Dans l'espace monétaire, c'est la même chose. À quel degré je suis réellement participatif, par exemple, à une certaine forme de dette ou de dû ou de soumission ou de servitude. Mais tant que je cherche les réponses à l'extérieur, il y a fort à penser que ça va me prendre un certain temps. La question qui est à se poser, par une conscience importante, au travers de l'espace de mes pensées, je vais développer mon sens critique, mon analyse, mon discernement. Automatiquement, il y a un système endogène dans le corps qui va s'activer, qu'on appelle des vibrations et des fréquences. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est de la mécanique brownienne. Nos cellules vibrent et créent des échanges thermiques. C'est ce que vous ressentez quand vous avez chaud, quand vous avez froid, quand vous avez des frissons. Tout ça sont des facteurs sensoriels qui vous indiquent quelle est votre posture à cet instant. Si nous avons cette sagesse de transposer cette connaissance acquise depuis des décennies et des décennies, même des siècles et des millénaires, dans certaines philosophies originelles, que vous transposez ça dans un monde moderne lié à la finance, vous allez littéralement casser les codes. Alors bien entendu, seul, on se retrouve seul contre tous. J'ai souvent coutume de dire que tout seul, on peut aller plus vite, ensemble, on peut aller plus loin, mais tous ensemble, tous unis, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et bien au-delà. C'est le travail de l'humanité aujourd'hui. Sauf si les programmes qui vous sont présentés en éducation, en finance, en immobilier, en géopolitique vous conviennent. Dans ce cas-là, vous n'allez pas trouver de réponse dans cette conférence. Je pense que tout le monde l'aura compris. Donc nous avons dans ce champ de conscience et dans notre état de présence quelque chose que je vais nommer l'espace des pensées, que certains appellent l'esprit. Vous aviez dans les années déjà 50, 70, des gens par exemple comme Bob Proctor ou beaucoup d'autres qui venaient vous présenter. Alors ces gens-là, en plus, qui étaient très intéressants de reprendre leurs travaux de l'époque. Tim Robbins, par exemple, Anthony Robbins, je pense que vous connaissez, a très bien fonctionné dans le sillage de ces personnes qui étaient des précurseurs, qui étaient des milliardaires américains et qui, en mettant une pratique de fonctionnalité de l'esprit, de la convergence de la fréquence, de l'orientation des pensées, la pensée positive, etc., sous couvert de loi de l'attraction, que personnellement je ne peux pas valider, ce n'est pas une loi fondamentale, par contre elle génère des réalités par magnétisme, attraction et répulsion, des impulsions, eh bien vous avez donc cet espace de vos pensées. Et c'est très important, d'ailleurs, vous voyez le geste que je viens de faire, si vous faites du tai chi ou du yoga, ça ne va pas vous surprendre. Hein. Voilà. Donc, le centre de gravité, nous avons parlé de la gravité, ce point de gravité, mon hara, il est ici, dans le bas-ventre. Dans les philosophies orientales, c'est le premier cerveau, souvent vendu comme le deuxième, mais en réalité, si vous êtes sensible, voire hypersensible, voire hyper vachement beaucoup sensible, vous savez bien que c'est dans les tripes que ça commence. D'ailleurs, les anciens disaient, celle-là ou celui-là, il a des tripes. C'était une expression de sagesse. Donc, à partir de cet espace, nous sommes reliés à notre centre de gravité, notre point d'inertie. Ce qui va nous apporter une position dans notre structure, partout où nous sommes. C'est important de le conscientiser. Si vous oubliez ce qui se passe dans votre bas-ventre, vous allez passer à côté de facteurs sensoriels qui sont des indicateurs.
Les gens qui pratiquent ou qui reçoivent des soins ou des accompagnements en kinésiologie le savent bien. Le corps ne ment jamais. Dans ce corps qui ne ment jamais, il y a une difficulté très importante quand on fait preuve d'une absence de discernement, quand nous ne déployons pas suffisamment la volonté pour faire des choix intrinsèques, nous ne permettons pas cette délibération spontanée. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans cet espace de pensée, il y a effectivement ce centre de gravité, et puis ce qui est nommé parfois dans des sphères spirituelles ou autres, le chakra de la couronne, ou vous pourriez voir tout simplement ça comme un processus ascensionnel qui vous étire. Si vous pratiquez la méditation, vous savez bien que pendant des méditations où vous portez votre attention sur votre rachis, vous allez sentir cet étirement. Donc vous avez un processus ascensionnel qui vous permet de vous détendre et de prendre de la hauteur. La réalité dans cette approche, c'est de comprendre que plus vous portez attention à votre état de présence, plus vous structurez votre conscience et plus votre conscience vous élève. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran parce qu'on a eu des soucis de réglage, on ne le voit pas trop, mais ici, là, vous avez une ligne qui est apparue au niveau de la gorge et il est écrit ici « réflexion ». L'action de réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes soumis à un tel flot d'informations tout azimut que la plupart d'entre nous ne prennent plus le temps de réfléchir. Il n'y a plus de sens critique, il n'y a plus d'esprit critique. Nous n'appliquons pas les valeurs scientifiques de ce que nous incarnons. Une action de réfléchir n'est pas difficile en soi. Il ne s'agit pas de se faire des nœuds au cerveau. Il s'agit de l'action de réfléchir, si nous revenons à la lumière, d'où mon entrée en matière, c'est la capacité de projeter droit devant soi des probabilités, un but, un objectif, une idée, voir comment les choses potentiellement peuvent se réaliser si on avance dans cette direction. J'y réfléchis. Si on ramène ça à la conscience, et que vous êtes OK avec le fait que vous avez un champ électromagnétique tout autour de vous qui va être la résonance de vos pensées, nous pourrions imaginer comme un écran de cinéma que vous avez. Si c'est devant vous, ça sera votre orientation, une projection de pensée ou de conscience qui vous permet d'étudier, d'analyser une possibilité. Qu'elle vous veuille du bien ou le contraire, peu importe. L'action de réfléchir, eh bien, elle a été positionnée au niveau de la gorge. Je pense que ça va être plus simple à intégrer chez les dames que chez les hommes, parce qu'en réalité, la sphère, j'aime bien nommer sphère endocrine, de la thyroïde et la sphère de cet état de présence, de ce contrôle, de ce champ de possibilités. Si vous reliez ça, je vous parle de la finance un petit peu ce soir, mais c'était le sujet central. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas une priorité. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération en amont parce que la finance en découlera spontanément. La thyroïde, si vous prenez par exemple le domaine Big Pharma et que vous voyez les traitements chimiques liés à ce qui se passe dans vos gorges, mesdames, la plupart du temps, eh bien, vous allez comprendre effectivement comment finalement, par ignorance, parfois, vous vous êtes soumise à une absence de gouvernance intérieure. Il est prouvé, et quelque part, logiquement, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de ressentir cette pertinence, de comprendre que lorsque l'on est dans l'attention à soi, que l'on comprend comment le métabolisme fonctionne, on pourrait parler aussi du nerf vague, mais on va rester dans la sphère des hormones et de la thyroïde, eh bien, si vous maîtrisez cette chimie endogène, vous allez pouvoir, on va dire, l'exploiter pour aller plus vite, en tout cas en avoir une lecture directe, du comment vous êtes en train de recevoir une information, comment vous êtes en train de l'analyser. Votre sens critique va devenir manifestation. Et nous allons y venir. Donc c'est important de comprendre qu'il y a, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, à commencer par exemple comme certains traits de caractère ou des us et coutumes dans votre réalité, il faut comprendre comment vous avez fonctionné jusqu'ici. Où est-ce qu'il y a eu le bug, on pourrait dire. Voilà. C'est important de pouvoir cartographier comment je fonctionne dans telle ou telle situation. L'idée, c'est d'arriver à un état de présence suffisant, et pour ça, le passé est une aide précieuse. De voir comment nous avons réagi dans tel type d'événement nous permet d'anticiper ce même type d'événement
à la lumière du futur qui est là, tout simplement par la sphère de la perception. La gorge est très souvent soit l'obstacle, soit la concentration, soit le passage, mais nous sommes liés à cette force gravitationnelle, et donc nécessairement, ça doit passer par les voies digestives. Ça doit aussi passer par le verbe. La manière dont vous allez nommer l'événement va déjà lui donner une forme dans votre corps physique. Donc nous avons cette conscience, nous avons notre présence dans cette conscience individuelle. Tout autour, cette conscience finalement prend la forme de l'action que je dois réaliser, tout simplement parce que, bien entendu, il faut être en accord avec ce postulat, hein, c'est vraiment un postulat majeur, cette conscience extérieure qui est non définie quelque part, le postulat, le terreau fertile étant de comprendre que rien ne peut prendre forme sans cette conscience. Dit autrement, tout ce qui est formé dans le monde de la matière est induit par notre état de conscience. Et plus je suis au fait de comment fonctionne la conscience, et plus je maîtrise l'art de la manifestation. Alors, vous avez observé sous les pieds zone de confort. Là vient d'apparaître au niveau de la conscience dite supérieure et conscience dite inférieure. Et donc c'est pour ça que je viens de vous expliquer que si on veut réellement, fondamentalement changer quelque chose dans la manière dont nous agissons, il faut comprendre que l'esprit humain, au centre de sa conscience, est constitué de deux polarités. Il est dit dans beaucoup d'enseignements que nous vivons au minimum dans deux dimensions simultanément. Je pense que c'est de cela dont il est question. Donc nous avons un niveau de conscience supérieur qui s'appelle la supraconscience, par exemple. Alors elle a plein de mots possibles pour la nommer. On va attendre que ça revienne. Voilà, conscience supérieure, donc dans la partie haute, ici, bien entendu, et automatiquement, par reflet, vous avez le reflet, la réflexion, réfléchir. Je vous laisse faire le cheminement. La conscience sub, que l'on peut voir comme étant l'état de subconscience ou conscience dite inférieure, beaucoup plus reliée à la matière, ce qui nous a rendu matérialistes. La conscience supérieure, supraconscience, va nous permettre d'induire l'esprit dans l'action que nous commettons dans ce monde matériel. Ce qui nous permet de commencer à l'appréhender et de pouvoir l'utiliser volontairement et orienter, va être notre capacité à rester, on va dire, dans l'art de la réflexion, dans une certaine forme de neutralité. Donc il y a un gros travail à réaliser sur la manière dont nous réagissons aux informations. C'était le début, l'ouverture en matière, à porter réellement sur la manière dont nous réagissons quand nous découvrons une information. Ce qui nous permet de stabiliser, c'est de remonter à son point d'origine, en fait. Ok, je suis en train de découvrir ça, mais depuis combien de temps c'est là ? C'est pas la peine que je m'emballe maintenant si je suis juste en train de découvrir quelque chose qui existe depuis 50 ans. C'est contre-productif. Par contre, en remontant le temps jusqu'à son point d'origine, j'acquiers de la connaissance qui nourrisse et qui structure ma conscience et qui me permettent d'avoir une réflexion beaucoup plus poussée et donc de développer, après le sens critique, ça c'est ce qui m'aura donné envie de développer, de revoir le parcours, de mener l'enquête peut-être parfois sur le terrain, mais en tout cas d'avoir ce discernement qui me permettra d'avoir des choix qui nourrissent mon meilleur intérêt. Et ce n'est pas évident de vous dire ça dans une conférence publique, parce que, évidemment, j'ai coutume de dire que avant de vouloir orienter vos choix, et j'ai bien dit de vouloir orienter vos choix à partir de votre meilleur intérêt, il s'agit d'être bien orienté pour pouvoir le faire. Parce qu'évidemment, d'autres le font également, mais pas dans une orientation au service du bien commun et pas dans une valeur d'équanimité au nom de l'humanité. Oui ? Un exemple pour illustrer quoi ? C'était le fait de réaliser une chose triste. Oui. Et là, vous avez dit à 50 ans auparavant, ça existait déjà plus. Les exemples sont très très nombreux. Là, je ne vais pas orienter ton futur. Ce que je veux t'exprimer, c'est que tous les sujets actuels, qui soient locaux et principalement géopolitiques, depuis combien de temps ce type d'événement existe, et on va s'apercevoir qu'en réalité, l'élément déclencheur remonte parfois à des décennies et des décennies. On pourrait prendre certains conflits, par exemple, qui accaparent votre attention,
qui vous dévie finalement d'autres événements qui se passent à l'échelle fondamentale et qui pour autant existent depuis 2010, par exemple, ou 2014. Voilà. Donc ça va être propre à chacun. L'objectif de cette conférence étant de susciter l'intérêt de pouvoir voir les choses autrement. Et au-delà de ça, se libérer de la souffrance. C'est-à-dire qu'on peut se faire mal, mais on n'est pas obligé de souffrir. Il y a des méthodes pour s'en extraire. Il faut savoir comment ça fonctionne. Mon travail pour ce soir étant de pouvoir susciter en chacun d'entre vous un autre accès à l'information. Voilà. Si on prend par exemple la faim dans le monde, il faudrait déjà savoir si elle existe réellement ou par qui elle est contrôlée et depuis combien de temps. Et c'est des recherches qu'il faut que tu fasses toi, parce que les sujets sont abyssaux. En tout cas, merci pour la question. Alors, vous m'avez entendu parler un petit peu des facteurs sensoriels, ça vient d'apparaître ici. On s'est fait plaisir en mettant une petite couronne électrique sur la tête de l'individu. C'est-à-dire que si vous faites aussi une recherche sur ce qui est nommé la sphère des perceptions, les sensations, les facteurs sensoriels, ça ne se limite pas aux 5 sens. Il y a une liste très longue de la manière dont un être humain fonctionne à partir de ses perceptions. Proprioception, magnétoception, même jusqu'aux sensations de satiété, le froid, le chaud, tout ça sont des perceptions. C'est un langage, votre corps vous donne une indication, une orientation. Un exemple cohérent, il est 11h30, vous ne le savez pas, votre estomac commence à vous appeler, votre horloge interne vous dit il est bientôt midi. C'est une perception, ce n'est pas la faim qui vous parle, c'est votre corps. L'estomac, par votre cycle circadien, est en train de vous dire on est à peu près au milieu de la journée. C'est une orientation. C'est la même chose avec les lymphes, avec le froid, avec le chaud, avec la volonté. Vous connaissez à un moment donné comment vous... là, on peut parler de réaction parce que c'est une réaction thermique, une réaction chimique, une réaction physiologique, une réaction parfois métaphysique. Encore, si on prend l'exemple de la kinésiologie, par exemple, eh bien, nous savons effectivement qu'avec une certaine orientation dans le corps, nous remontons le flux d'une information jusqu'à en connaître la vérité. Donc, quel que soit le sujet, à partir d'une lecture du corps, à mon état de présence, en développant la volonté de l'analyse et donc du sens critique, je vais reprendre le contrôle de mes choix et donc l'orientation de mes actions. Le point de départ pour chacun d'entre nous, c'est de savoir où nous en sommes dans la manière dont nous y participons maintenant. Et petit à petit, dans un rythme qui doit être lié à la possibilité de chacun, donc c'est juste une question de temps en fait, il n'y a plus de difficulté, on s'accorde le temps et donc l'espace utile à ces processus de développement, bien avant l'action. Et c'est ça le fil conducteur et la finalité de ma présentation. L'idée, c'est d'arrêter de réagir de manière non consciente, de choisir la manière et le moment avec laquelle je vais agir, et quand je vais agir, et comment je vais agir. Donc tout seul, une fois qu'on a compris la mécanique, c'est assez simple. La force viendra du collectif. Ce n'est pas un hasard si en ce moment, par rapport à tous les programmes délétères que l'on peut découvrir, il y a un certain nombre de personnes averties, dotées de connaissances, qui se manifestent publiquement pour vous dire qu'il y a d'autres façons de voir les choses. On pourrait voir les choses en se disant il s'agit en fait de savoir à quel moment les armes ont été mises entre les mains d'un être humain, il faut reprendre ces armes et les enterrer plus loin. Mais pour pouvoir les enterrer sans prendre de risque, il faut savoir comment elles ont fonctionné. Donc il y a un travail analytique, critique, conscient, volontaire et dynamique. Ce sont les lois de la physique, donc scientifiques. Les facteurs sensoriels vont être de puissants indicateurs si nous arrêtons de les rejeter. Les facteurs sensoriels vont nous permettre d'être présents lorsque nous sommes soumis à des suggestions. Faites un crédit sur 25 ans, vous allez acheter une maison, et puis quand vous l'aurez payée, en fait, elle ne vous appartiendra jamais. Il aurait été intéressant de le savoir avant de s'engager. C'est un exemple. Il y a plus pernicieux aujourd'hui dans le domaine de la suggestion et dans le travail des ondes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup de difficultés à contrôler nos pensées. Est-ce que tout le monde aujourd'hui a la conviction profonde que ses pensées lui appartiennent ? Est-ce que parfois vous n'êtes pas en train de vous dire mais pourquoi je pense à ça ? On peut y aller, on est là pour le sens critique.
Magnifique. Il faudra nous expliquer comment tu fais. L'idée, peut-être, t'appartient. C'est-à-dire, si tu as réussi à satisfaire une volonté, une attente, une orientation, à partir, c'est subtil, hein, mais on essaye d'associer la science et l'esprit. Voilà, merci beaucoup de l'accueillir ainsi. Donc il s'agit en fait de comprendre que, on va le voir, hein, on va approfondir, mais en fait il y a énormément de pensées suggestives. Il y a beaucoup de pensées issues de la manière dont, par exemple, nous avons grandi. Des modèles qu'on appelle maintenant depuis très longtemps des paradigmes ou un paradigme, des conditionnements, l'éducation, etc. Et également toute la manière dont on a pu se charger pour répondre à une certaine forme d'obligation. L'art de la réflexion. Ok. Donc là, maintenant, nous sommes en conjonction. Ok. Il s'agit de savoir comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc ces suggestions sont des influences. Ce qui est difficile, c'est qu'au niveau scientifique et mécaniste, tous les astres s'influencent les uns les autres. Ce qui veut dire que l'univers joue l'événement par influence. Si on prend un peu de hauteur à partir de la conscience et des connaissances acquises liées par tous les êtres illuminés qui ont d'abord foulé cette terre avant notre arrivée, il y a un respect de lois fondamentales que l'on appelle les cycles générateurs. Tant que ça nous fait évoluer, nous allons être le producteur de possibilités, d'expériences que nous allons vivre parfois comme de la souffrance. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si j'anticipe cet état de fait et que j'ai la faculté de projeter devant moi ce que je veux pour évoluer harmonieusement, l'univers va répondre à cette orientation, tout comme elle a répondu à d'autres possibilités comme de l'endettement, avoir une maison, parce que derrière, il y a un vecteur que l'on appelle la volonté. La volonté n'est pas un mot à prendre à la légère. La volonté nourrit la détermination, mais la volonté, que vous vouliez ou non, reste la volonté. La volonté dans un corps physique, là on pourrait parler de la résonance cellulaire, de la résonance morphique, des champs morphogénétiques, hein, c'est d'autres études scientifiques qui existent que vous pourrez trouver sur le net si vous ne connaissez pas. Cette volonté est manifestée dans votre corps au moment même où votre pensée s'active. C'est-à-dire que tant qu'on est un espace de flottement dans la pensée, on est dans l'analyse. À partir du moment où on veut cette chose, que ce soit une influence extérieure ou un choix délibéré, c'est manifesté dans notre présence. Et à un moment donné, nous allons le rencontrer. L'exemple que je prends, c'est la télévision, une paire de baskets, 3 personnes la portent ici. Dans les mois qui suivent, la même paire de baskets est portée par des millions d'individus dans le monde. Vous prenez ces personnes et vous leur demandez « mais elles sont chouettes tes baskets, tu les as choisies pourquoi ?» Les réponses vont être très surprenantes. L'envie intervient rarement. Ou alors, j'avais envie de me les acheter parce qu'un tel les a eues. Et ce n'est qu'un exemple gentillet qui nous permet de mieux admettre que nous sommes sous influence, sous hypnose. D'accord ? La suggestion est donc une influence. Et elle reste possible dans cette probabilité parce qu'elle respecte les cycles universels, les lois fondamentales. Il y a donc une déviation d'une certaine forme de norme, on pourrait dire, ou de plan fondamental, de sens crucial de la réalisation des événements, qui, selon nous, devrait être vu dans un miroir pour mieux comprendre comment nous y participons. La réflexion. L'art de réfléchir va, j'insiste, induire en vous le sens critique. C'est-à-dire que sur un objet potentiellement choisi délibérément, demandez-vous ce que vous allez en faire. C'est juste un exemple qui me vient là maintenant. La liste est non exhaustive. Et à partir de la destination de votre volonté, enfin l'orientation de votre volonté et la destination de l'objet, vous voyez si ça match. C'est assez rare. Un exemple très simple, la technologie, on a été poussé. Alors, tout ce dont je vous parle, j'y ai participé pendant longtemps. Voilà, sinon, je ne me permettrais pas de vous en parler de cette manière-là. La technologie, on veut le dernier ordinateur, le dernier iPhone, le dernier truc, parce que ça nous est vendu comme quelque chose de magnifique, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on capitalise en changeant d'objet comme ça, de manière récurrente, simplement par un effet de mode ? Elle est où l'évolution ? Concrètement, qu'est-ce que je nourris de durable ? Oui, mais la question est à se poser, c'est finalement, quelles sont nos forces dans l'éphémère ? Et finalement, d'où vient la maladie, puisque nous parlons d'éphémère ?
est prouvé depuis très longtemps que la mémoire ne dévalue pas avec l'âge. C'est une question de culture. En Inde, vous avez la philosophie des 3 × 20 plus 10, c'est-à-dire qu'à 70 ans, un être humain est automatiquement réalisé. Le travail commence, le travail de la libération. Il sait comment il fonctionne, il connaît ses principes émotionnels, il sait à quoi il a participé, il a observé la nature, il a observé ses enfants, ses animaux, etc. Il a tout un champ de connaissances qui lui permet de reprendre position au centre de sa conscience et de s'en libérer, en fait. Pourquoi attendre 70 ans ? Aujourd'hui, des êtres l'ont fait avant nous, on a un réservoir de connaissances complètement accessible que nous pouvons mettre en pratique fonctionnelle maintenant. Pourquoi la sphère financière ? On aurait pu en parler 10 minutes et clairement c'était suffisamment éloquent. Les liquidités et les espèces viennent historiquement de la route de la soie. Nous échangions du vin ou de l'eau, des liquides, contre des épices. C'était de l'échange, c'était du partage proportionnel. Chacun y trouvait son meilleur intérêt. Et c'était valable pour tout le monde de la même manière. Il n'y avait pas une sélection. Ou alors elle était naturelle. Il n'y avait rien d'élitiste. Il n'y avait pas besoin d'expertise ni de connaissances particulières. Chacun produisait ce qu'il aimait pouvoir produire et il passait sur un marché pour échanger et en tirer les meilleurs bénéfices aux valeurs de chacun. Votre relation à l'eau est un indicateur fort de la manière dont vous gérez vos finances. Et c'est valable dans l'autre sens. Et les exemples comme ça sont très, très, très nombreux. Regardez l'image de quelqu'un qui potentiellement croule sous les dettes et qui vit dans une maison où il y a des fuites. Ça nous a même été vendu dans les scénarios hollywoodiens. Donc tout ça, c'est voué de grandes vérités à la base et ensuite c'est retourné pour que nous puissions le prendre pour argent comptant. Donc nous restons bien dans le domaine de la finance. La dette et le manque viennent de notre relation à la manière dont nous produisons et les bénéfices que nous en tirons. Les suggestions restent donc des influences. Les facteurs sensoriels seront des indicateurs de comment, potentiellement, soit nous en défaire, soit les nourrir, soit les activer, soit les désactiver. Ces facteurs sensoriels, ici vient d'apparaître, ces petites étoiles-là, si on pouvait les nommer ainsi, donc elles n'étaient pas là à la slide précédente. Là, elles apparaissent au bout des flèches suggestion et influence. Vous avez ici un petit plus, et là, vous avez un petit moins. Il y a donc dans ces influences des trucs qui nous veulent du bien. Il n'y a pas de rejet particulier à faire de l'information que nous sommes en train de traiter. Même les valeurs négatives, ce n'est pas parce que là, tout de suite, moi, j'en veux pas, que ce n'est pas au bénéfice de quelqu'un d'autre. Je peux ne pas m'imposer une réaction ou un choix non délibéré, je veux dire comme cas de force majeure ou obligation ou fatalité, prédestination, peu importe, même médiumnité ou prophétie. Tout peut se réécrire à partir de votre volonté. Qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Qu'est-ce que je suis en train de penser à partir de ce qui rentre dans l'espace de mes pensées, justement ? Dans quel état je suis ? Dans quelle étagère ? La fameuse blague. Qu'est-ce qu'on en fait de cette étagère ? Où est-ce qu'on la pose ? Eh bien, les facteurs sensibles qui sont des valeurs favorables pour nous, là, on est en train de sortir d'un principe qui s'appelle la dualité et du jugement. Si c'est favorable pour moi, ce n'est pas nécessairement favorable pour tout le monde. Les valeurs culturelles vont induire en nous des champs d'application qu'on peut nommer des besoins ou des envies qui sont propres à la culture, en fait. Nos positions dans le monde nous amènent une capacité analytique qui est propre à la réalité de terrain, en fait. Mais une fois qu'on a... Est-ce que vous êtes au clair avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je veux dire, pourquoi la mode vestimentaire devrait être uniformisée sur le globe tout entier ? Est-ce que c'était le cas il y a 50 ans ? Il y a un siècle ? Non, les cultures, nous échangions en fait. Quand une monnaie aseptise un environnement à une échelle grandiose, qu'est-ce qui nous reste en échange individuel et ensemble ? Peu de choses en fait. Les langues pour la France, l'occitan, peut-être l'auvergnat, peut-être ici il y a encore une langue locale qu'on peut nommer un dialecte. Et si tout le monde se met à parler de la même manière, l'échange dans la culture se fait comment ? Donc la pluralité est fondamentale. L'espace de nos pensées, l'orientation de nos choix doit nourrir cette pluralité. Je dis pluralité, on pourrait parler, d'ailleurs en ce moment on entend parler de multipolarité. Il est important d'étudier ce que représente la révélation de la méthode dans ce cas. Et ça, je vous laisserai faire vos propres recherches sur Internet. Révélation de la méthode.
la manière dont on insémine en nous de manière organique à des cycles générateurs très lents, parfois sur des générations, à pouvoir accepter l'inacceptable. Les idées positives, ou les pensées positives, deviendront des idées. Donc même si ce ne sont pas les nôtres, si elles servent notre propre intérêt et que c'est au bénéfice de tout le monde, effectivement, nous pouvons transformer dans notre espace des pensées, dans la sphère analytique, avant d'induire l'action, un choix conscient, lucide, qui va nous permettre de dire « ça, je vais bien en faire ça. Je vais peut-être tester ça, en fait. » Alors, arrive devant l'être humain une possible réalisation, un possible projet, qui reste pour l'instant à l'échelle conceptuelle. Vous n'avez pas induit, si vous n'avez pas basculé dans le système des émotions, si vous restez dans l'analyse, dans la capacité de l'observation, comme le fait n'importe quel scientifique, il ne donne pas une orientation particulière à ce qu'il observe tant qu'il n'a pas un fait vérifiable. Ceci a aussi été démontré il y a des décennies, par exemple, avec la théorie qui n'en est plus une, à l'époque c'en était une, des deux fentes, où on s'est rendu compte à l'échelle quantique que le photon allait prendre une forme soit ondulatoire, soit particulière, en fonction de l'observateur. Je suis en train de vous parler de la base de la lumière. C'est intéressant, si vous ne connaissez pas, d'aller voir ce qu'est la théorie des deux fentes. Vous avez des gens qui ont été suffisamment bien organisés pour créer, isoler un photon, être capable de lui donner une orientation. Ce n'est pas très compliqué. Vous prenez une lampe torche, vous le faites à travers une dioptrie, une loupe, et vous allez avoir le spectre de la lumière va devenir un ensemble de particules. À l'échelle quantique, c'est exactement ce qui se passe en fait. Eh bien, si vous avez une orientation définie à partir de votre volonté, le photon va prendre la forme de ce que vous êtes en train d'orienter à partir de votre volonté. Et ça a été démontré, donc avec cette théorie de deux fentes, c'est tout simplement, ils mettent un filtre avec deux fentes, ils envoient le photon, et si la personne est dubitative ou dans le doute ou n'en veut pas, etc., eh bien vous allez avoir une onde qui va venir taper dans le filtre et partiellement passer les deux fentes. Par contre, si la personne sait ce que c'est que la lumière, connaît l'esprit, le spectre, les particules et la science, eh bien, le photon va choisir une des deux fentes et donnera un impact particulier, choisi, précis, devant cet observateur informé, averti. C'est valable à toutes les échelles de la vie. Donc ce but reste une projection. On reste dans l'espace conceptuel au niveau de l'attention que vous y portez. Ce qu'on peut appeler un rêve, par exemple. La volonté d'atteindre tel ou tel objectif. Les enfants ne se posent pas les mêmes questions que nous. Un enfant qui veut un vélo rouge à Noël, même si vous êtes fauché comme les blés, ce vélo rouge arrivera devant la porte de sa maison parce que, par exemple, le voisin l'aura dépoussiéré de son garage. Peu importe d'où ça arrive. Mais les enfants, nous le savons, un enfant qui a décidé que quelque chose allait rentrer dans sa vie va déjà le faire vivre avant le contact physique. Donc il va déjà le manifester dans les mouvements qui seront les siens. Il va imiter le bruit du vélo, il va imiter le guidon, peu importe. Et ce vélo va rentrer dans sa vie d'une manière ou d'une autre. L'alliance viendra de l'espace-temps. Ça prendra plus ou moins de temps en fonction de la réalité de son environnement. S'il n'y a pas de voisin, il va falloir se rapprocher de quelqu'un qui a un vélo. Ou alors le papa va devoir trouver une solution pour pouvoir acquérir un vélo selon ses propres capacités. Les exemples peuvent être très très longs. Donc ce but projeté, il est important et vous le voyez, il vient dans la partie supérieure de l'espace de nos pensées. C'est-à-dire qu'on a déjà, on est vraiment dans la partie supérieure, il faut revenir à cette symbolique conceptuelle de cette ligne qui relie l'espace des pensées supérieures avec le discernement vibratoire, qu'on pourrait aussi nommer l'esprit émotionnel. Le discernement vibratoire, c'est l'activation de vos émotions. Donc il vaut mieux analyser en amont la manière dont vous allez vous déclencher de manière émotive, émotionnelle, vos sentiments, etc. Parce que ce sont vos émotions qui vont activer votre corps en termes de manifestation. C'est-à-dire que vous allez prendre une orientation avec votre corps qui va vous faire cibler tel ou tel objectif. Émotion, emotion, ce qui me meut, c'est ce qui me met en mouvement. C'est connu par tous, depuis toujours. Les émotions ne sont pas là pour nous freiner, sauf quand elles nous emportent. La colère, je ne connais aucun visionnaire dans le monde qui n'est pas nourri par la colère. Le feu de l'esprit vient de la colère. Par contre, il faut la capter, il faut la canaliser. Si je me laisse partir en cacahuète parce que la colère m'anime, il n'y a plus aucun discernement. On n'arrive même plus à s'exprimer clairement. Même on ne se comprend plus soi-même. Puis à un moment donné, quand ça a refroidi, on se dit « mais pourquoi j'ai sorti ça et qu'est-ce que j'ai fait ?» On perd le sens de l'action en fait.
On sort de ses gonds, souvent on dit ça. Alors que la colère est un puissant indicateur qui va ouvrir le champ de votre analyse et le sens critique. Elle va vous aider à dire non, par exemple. Pas que la colère, mais ça peut aider. Il s'agira de le dire gentiment, il faut que ce soit agréable à entendre. Donc il faut canaliser cette colère. Les gens qui vivent le doute vont être des monstres de discernement, précisément discernement vibratoire. Quelqu'un qui a compris comment le doute fonctionne dans sa chimie intérieure va développer une capacité analytique inouïe. Par contre, il ne faut pas basculer dans un doute maladif. La peur est un signal fort qui vient réellement de nos incarnations antérieures, qui nous permet de rester dans un état de survie. Mais on ne va pas vivre en survie permanente. Tel événement va me permettre d'induire dans ma présence d'autres façons de voir les choses. Les gens qui sont dans la recherche, dans le développement, ou des architectes, etc., ça fait partie de leur travail. Ils le savent bien. Donc vous avez compris que la stabilité émotionnelle est fondamentale. Et cette stabilité se trouve ici. Voilà. Vous savez, souvent, quand on doit passer à quelque chose qui a été une forte tension, on déglutit, on l'avale et ça descend. Mais quand ça descend, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les émotions sont un activateur du cœur. Là aussi, ça a été démontré il y a des décennies et des décennies. Vous pouvez trouver facilement sur Internet quelqu'un qui est posé devant un ordinateur, focus sur ce qui se passe à l'écran. Vous avez une caméra qui analyse le mouvement iridologique, la dilatation, etc. Et puis vous avez des capteurs sur les pulsations cardiaques, les rythmes et les constantes. Des images qui vont être agréables à voir, qui ne sont pas encore à l'écran. Vous allez avoir une certaine forme d'action cardiaque qui va se lire très facilement au niveau du champ optique. Quand l'image qui arrive va être atroce à regarder, ça va s'activer autrement, l'iris va se resserrer, et tout ça par anticipation, avant que l'image soit sous les yeux de la personne. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir que ça, c'est su depuis des décennies et des décennies et des décennies. Je pense que ça fait au moins 70 ou 80 ans que c'est prouvé. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette connaissance si nous ne l'appliquons pas ? Mon cœur est l'organe de l'anticipation. Pourquoi ? Par les émotions. Ce qui veut dire que si je réapprends à lire mon système émotionnel, mes indicateurs, mes facteurs sensoriels, d'ailleurs il y a des gens qui le diffusent très bien depuis des décennies, Greg Braden et d'autres, la cohérence cardiaque. C'est de cela dont il est question. C'est-à-dire que je mets en symbiose mon cœur et mon cerveau. Donc, il y a bien une espèce de frontière, une limite à ne pas dépasser tant qu'on n'est pas sûr, tant que l'envie n'est pas là, et vous pouvez mettre envie en 2 mots, envie, ça doit servir le vivant, c'est un grand indicateur, et puis ce que je vais laisser descendre dans mes voies digestives. La grande difficulté, c'est qu'à partir du moment où ça a activé mon système émotionnel, mon cœur, il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut pas dire non. Tout est manifesté à un moment donné dans le corps. L'expérience a commencé. Que souvent on appelle la maladie d'ailleurs, ou le manque, ou la carence, ou la dette, peu importe, c'est un dérèglement. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour les plus avertis d'entre nous, c'est que nous sommes en train de traiter ces informations qui viennent souvent de civilisations antérieures. Et le jeu du reflet, pour le coup, est très important. C'est pour ça que je réutilise un vieux mot, un paradigme, ça faisait vraiment très très longtemps que ça ne faisait plus partie de mon vocabulaire, mais c'est un mot qui définit bien la manière dont nous sommes programmés en fait. Que ce soit des programmes délétères ou non. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ces programmes en fait. Et pour pouvoir les réécrire, il faut bien comprendre comment nous les avons écrits, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Donc la digestibilité d'une information va activer un processus endogène, donc dans le corps, qui va le mettre en mouvement. Au début, à l'échelle de nos microsystèmes, mais à un moment donné, ça va donner une orientation à notre corps qui va nous faire partir dans une direction. Donc, on va passer à l'action. Nous déclenchons l'action à partir du moment où le cœur a reçu finalement notre autorisation. Le sens critique reste, j'aime bien parler de l'échelle conceptuelle dans l'espace des pensées. Le discernement, c'est le filtre de l'activation. L'étape qui suit est assez logique.
Notre travail étant de faire le tri. Je ne sais pas si je ne l'ai pas zappé en intervalle, ça. Je reviens juste en arrière. Voilà, c'est ça. Ce que je ne vous ai pas, j'ai pas détaillé, vous l'avez peut-être vu apparaître. J'ai loupé quelques étapes. C'est notre capacité à dire non. Ça, c'était très important. C'est une étape très importante parce qu'au niveau de l'esprit émotionnel, au niveau donc du discernement vibratoire, ce que vous avez au niveau du centre de gravité, hein, là, c'est symbolique, mais c'est intéressant de comprendre les deux dimensions inférieures et supérieures, ce qui vous étire vers la gravité naturellement, ou alors ce qui peut vous en extraire parce que vous êtes en train de vous élever. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'on s'élève dans nos choix, qu'on est capable de dire non à un événement qui n'est pas favorable pour nous? Et au moment où on va analyser cet événement comme non favorable pour nous, tout en restant au clair avec la possibilité d'un développement pour quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose ne sera pas à mon bénéfice immédiat, qui ne va pas être valable pour quelqu'un d'autre maintenant ou plus tard. Donc, je vais l'abandonner, cette pensée, je vais devoir m'en défaire. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais libérer l'espace de mes pensées, de cette pensée qui ne sert pas mon meilleur intérêt? Eh bien, il y a la créativité qui va me permettre, en fait, là je viens de vous en donner un exemple, de générer une forme d'antidote. Donc on se défait des pensées négatives ou des suggestions involutives en disant non à ces influences qui viennent de l'extérieur ou potentiellement que j'ai générées, puis je me dis ben non, finalement, c'est pas pour tout de suite. Je vais mettre ça de côté, je le ferai dans 6 mois, ou peu importe. On essaye autant qu'on peut de ne pas basculer dans une forme de jugement. Le discernement, hein, c'est vraiment l'antidote au jugement. Donc, à partir du moment où la créativité est générée parce que j'ai libéré l'espace de mes pensées, je parle aussi de compost cérébral, ça peut peut-être plus vous parler. C'est le moment en fait, où les idées obscures, vous allez pouvoir les composter, les transformer en autre chose. Voilà. Et donc, à partir du moment où ce travail est fait, eh bien, volontairement, vous allez activer, c'est-à-dire que vous allez commencer à animer en vous cette probabilité. Comme l'enfant avec son vélo, il va commencer à faire ses gestes et à faire vivre ce vélo qu'il n'a pas encore finalement dans l'espace physique, mais qui pour lui existe déjà concrètement à partir de ses émotions et du mouvement du corps. Donc la manifestation. Une fois que le cœur est activé, le corps se met en mouvement. On vient de parler de multiples exemples. Donc nous sommes dans l'action, nous avons déclenché l'action, nous sommes dans le faire. La difficulté, là encore, c'est que nombre d'entre nous, jusqu'à encore au jour d'aujourd'hui, ont la sensation d'exister parce qu'ils ont une action ou une activité. Mais sont-ils vraiment présents à cette action? Une autre difficulté pour la plupart d'entre nous qui souhaitons potentiellement nous développer, nous élever vers des voies plus harmonieuses, eh bien, c'est de comprendre que l'action nous permet d'être. J'aime dire, aujourd'hui, être dans le faire est la meilleure des garanties. Parce que tout dans l'univers est mouvement. Absolument tout. Donc, si vous êtes dans une dynamique de déplacement nourrie par la connaissance, choisie délibérément à partir de votre volonté, vous respectez le plan fondamental et vous pouvez gérer tous vos projets de cette manière-là. C'est la clé de cette méthode. Là, il y a une étape à passer parce qu'il s'agira de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que faire un pas de côté, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, comment je vais payer ma facture, voilà. Et là, il va falloir effectivement faire preuve de stratégie. Et ce n'est pas confortable. Le problème, c'est que ce que nous pensons être notre zone de confort, la plupart du temps, est un poison. Elle a stoppé notre évolution. On s'est arrêté là. On s'est reposé sur nos lauriers. On a peur du changement, on a peur de l'inconnu, etc., etc. Donc il faut identifier tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que les temps actuels sont à un niveau de dégénérescence tel que l'on ne peut pas ignorer les processus. Celui qui veut ne pas savoir va continuer à expérimenter les processus d'involution. Toutes les personnes qui ont l'accès à cette connaissance vont pouvoir commencer à faire des choix délibérés. L'idéal étant l'accomplissement. C'est-à-dire que vous avez un but projeté. Les gens qui travaillent à l'étude des gestions de projet, les architectes le savent bien. On a une projection qui n'est pas encore réalisée. Et puis on va plancher cette projection. On va mettre en place, on va mettre en concorde tous les impléments et les gradients qui constituent la valeur de ce projet.
Il faut qu'il y ait une saveur, une appétence que nous puissions ressentir au partir de nos factures sensibles pour lui donner cette forme dans l'espace de nos pensées. Puis après, on se met au travail, on déclenche l'action. La réalité étant que le but projeté doit être en symbiose, doit être en raccord, en concorde, en synchronisation avec l'action que nous avons déclenchée. L'orientation doit être la même, on doit partir dans la même direction. La plupart du temps, une influence qui n'a pas bénéficié de la réflexion et du discernement vibratoire, donc du sens critique, vous fait partir parfois, et la plupart du temps maintenant, diamétralement à l'opposé de ce que vous voulez vraiment. Ça vous parle, ça? C'est ce qu'on a fait de nos études, passage à l'école, les éducations qu'on a reçues, ce qu'on a accepté de faire jusqu'à maintenant, la manière dont on a géré nos finances, notre relation aux possibilités de productivité qui sont les nôtres. Est-ce que c'est vraiment dans l'orientation choisie par nous? C'est OK, on est venu jusqu'ici avec ça. Si nous en parlons, c'est que c'est une connaissance maintenant. C'est un terreau extrêmement fertile pour notre développement. Mais il s'agit que l'action soit coordonnée par la valeur des connaissances que nous avons traitées. Nous-mêmes. Pas une influence extérieure. Sauf si l'influence extérieure est en adéquation avec ce que je veux. Le sens critique. Et donc je mets en synchro nous y sommes. Voilà, maintenant nous y sommes. Le résultat accompli est vraiment la synergie, c'est un esprit de symbiose entre ce que j'ai projeté et les actions que j'ai réalisées pour atteindre ce but. Et là, je peux être fier de moi. Ce n'est pas orgueilleux que d'être fier de ces actions si on a accompli le résultat que nous avions projeté. Bien entendu, ça doit être jouable, que ça reste au service et bienveillant ou exemplaire pour n'importe qui. Merci. Le résultat de tout ça, c'est que quand on a cet ordonnancement logique venant de l'espace de nos pensées et la manière dont nous agissons et non réagissons dans le monde matériel, une orientation de volonté, eh bien, quand le résultat arrive, nous générons ce qui a été profondément vulgarisé. Ici, il est écrit « ancrage ». C'est-à-dire que dans ce champ de conscience, il y a la génération d'un champ magnétique très fort qui nous exonère de mieux en mieux des lois gravitationnelles. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure la citation de Nassim Haramein qui nous dit que la puissance gravitationnelle sur Terre dépend de l'intégrité humaine. Donc seul, c'est très compliqué. Certains y parviennent très bien, mais ils sont seuls contre tous. Donc ils expérimentent encore un principe qu'on appelle la dualité. Mais pour les êtres avertis, la dualité est l'accès direct à ce que nous nommons la Trinité. Mais la Trinité, c'est 3 dimensions, c'est 3 orientations, c'est un triptyque, nous sommes dedans. Donc il faut faire descendre les valeurs de l'esprit dans cet esprit de matière, non matérialiste, pour pouvoir générer à chaque instant des actions qui nous orientent dans la bonne direction. Et cette bonne direction dépend de votre intégrité, de votre niveau de conscience et de la manière dont vous nourrissez votre champ de connaissances. Schématiquement, on aurait pu finir sur ça, mais je vais faire appel à votre imagination, à l'espace autour de vous. Et les informations que j'ai pu vous donner pour ce soir, il y en a un certain nombre que vous connaissiez déjà, il y en a d'autres que vous allez découvrir par approfondissement. Mais en tout cas, ce sont des points que vous avez droit devant vous. Quand vous allez nourrir ces points d'information par des connaissances acquises, vous allez relier ces points, comme un enquêteur sur le terrain. Vous allez donc pouvoir cartographier des probabilités, un champ de possibilités ou une meilleure compréhension du comment j'en suis arrivé là. Ensuite, il y a 2 vecteurs qui vous permettent de passer dans une action choisie. L'un que vous connaissez tous qui s'appelle l'intuition. Combien de fois dans votre vie vous vous êtes dit « je le savais, j'aurais dû m'écouter ». Et encore, je suis gentil, j'aurais pu être vulgaire, merde, quel con, si j'avais su, bref. Ça, on met tout ça de côté, mais combien de fois vous vous êtes dit « je le sentais ». Ça, c'est l'intuition. Bon, à un moment donné, quand on sait que dans tel type de situation, on a réagi de cette manière-là, la prochaine fois qu'on a la même perception dans le corps, on fait confiance à son intuition et on prend l'itinéraire bis. Alors ça floute un peu le tableau parce qu'on ne sait pas où on va, donc les points sont comme floutés, les lignes sont presque absentes, on a l'information qui est présente, mais la connaissance n'est pas très activée. On ne sait pas trop, mais on se fait confiance. La plupart du temps, ça fonctionne très bien. L'autre vecteur, c'est la conscience. Schématiquement, sur cette cartographie que vous avez devant vous, vous avez la conscience qui, elle, vous permet de prendre de la hauteur, donc vous allez tellement défocaliser de ce qui potentiellement vous fait peur ou vous fait douter, que vous allez avoir une vision beaucoup plus globale qui vous permet de cartographier cette réalité et de tracer
potentiellement un itinéraire en mode point par point, information après information par voie de connaissance. Merci de votre attention.